Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées via le formulaire que je vous avais soumis en début de mois. On y va. Alors comme pour la précédente vidéo de type question-réponse, je mettrai dans la description de la vidéo les liens vers les différentes questions et les réponses. Comme ça, si vous cherchez une réponse précise à une question que vous m'avez posée, vous pouvez passer directement à la partie intéressante de la vidéo pour vous. Et sinon, regardez simplement toute la vidéo, vous aurez sûrement plein d'informations qui peuvent vous être utiles aussi. Et on passe maintenant à la première question, qui est une question de Laurie, qui me demande qu'est-ce qu'un mirrorless exactement, et qu'est-ce qui le caractérise par rapport à d'autres appareils photo numériques. Alors généralement on va principalement comparer un appareil photo mirrorless, ou souvent appelé aussi hybride, à un réflexe. Donc ici j'ai le 5D Mark III, mais c'est valable pour n'importe quel réflexe, même au niveau de l'argentique. En fait, si on enlève l'objectif, vous allez directement voir ce qui se passe. C'est qu'en fait ici au niveau de l'appareil vous avez un miroir. Donc ça veut dire que la lumière rentre au niveau du corps de l'appareil, elle est partiellement réfléchie au niveau du miroir, la lumière est renvoyée dans un pâte à prisme qui se trouve au-dessus, la lumière est ensuite redirigée vers l'œilleton du viseur, et ça veut dire donc que ce que vous voyez au niveau du viseur, c'est la lumière qui rentre à travers l'objectif. Donc je vais quand même remettre l'objectif pour éviter de foutre des crasses dans mon appareil. Donc ça c'est ce qu'on appelle couramment la visée réflexe. C'est-à-dire que l'on va avoir au moment du déclenchement le miroir qui va se relever pour laisser passer la lumière et arriver sur le capteur qui va lui en fait saisir l'image et donc vous fournir votre photo à la fin. C'est valable également pour les appareils photo argentiques. La seule différence c'est que le capteur est remplacé par une pellicule. Alors en opposition au réflexe, on a le mirrorless ou aussi appelé hybride, comme par exemple mon Sony Alpha 7 III. Et là, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la chambre, j'ai directement le capteur qui est exposé à la lumière. C'est d'ailleurs pour ça que je vais directement remettre mon objectif dessus, parce que quand on a le capteur qui est directement exposé à la lumière, ça veut dire que les crasses peuvent se déposer dessus assez facilement. Ça fait partie des petits inconvénients. Et donc ça veut dire que dans un appareil photo mirrorless ou hybride, on va donc pas avoir tout le mécanisme qui va en fait rediriger la lumière vers le viseur, mais au contraire le viseur optique est remplacé par un viseur électronique. Donc ce que l'on voit en fait ici au niveau de l'œilleton, c'est l'image telle que l'on la verrait à l'arrière de l'écran, c'est exactement le même principe, c'est ce qui se rapproche le plus du résultat final. Et ça fait partie des gros avantages des systèmes hybrides ou mirrorless, c'est que ce qu'on voit au niveau du viseur tout aussi bien qu'au niveau de l'écran, c'est que c'est l'image telle qu'elle devrait être à la fin, à peu de choses près parce que la qualité est un petit peu réduite par rapport au fichier final, mais en tout cas, contrairement au réflexe, où ce que l'on voit c'est la scène telle qu'elle est, mais indépendamment des réglages de l'appareil, au niveau du mirrorless, on voit le résultat tel qu'il est donné, avec les réglages d'ouverture, avec les réglages de temps de pause, etc. L'autre grosse différence d'un réflexe par rapport à un mirrorless, c'est que le réflexe va travailler uniquement sur la lumière qui est reçue. Tandis que le mirrorless, lui, va utiliser l'image captée pour faire tout son travail. Par exemple, sur un réflexe, la mise au point est faite uniquement par rapport à une partie de la lumière qui est perçue et qui est redirigée vers une zone qui joue l'autofocus. Au niveau d'un mirrorless, la mise au point, elle est gérée par le microprocesseur qui va analyser l'image en elle-même et jouer sur des contrastes et essayer de détecter les formes, les bords, etc. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Généralement, les réflexes se débrouillent un tout petit peu mieux en basse lumière, quoique ça commence sérieusement à s'améliorer côté hybride, mais en contrepartie, ça permet d'avoir des fonctionnalités bien plus avancées au niveau des hybrides. Par exemple, l'Alpha 7 III et appareils de même génération chez Sony peuvent faire la mise au point sur l'œil. Ça, c'est totalement impossible avec un réflexe normal. Pourquoi? Parce que la partie qui permet de faire la mise au point sur l'œil, c'est un traitement d'image qui permet de reconnaître la forme du visage et de reconnaître la forme de l'œil et ensuite pouvoir définir que c'est là qu'il faut faire la mise au point. Et c'est là que le mirrorless prend toute son ampleur puisqu'on ne va plus simplement se contenter de capter de la lumière et de voir ce qu'on peut faire avec, mais plutôt ici de prendre de la lumière, la traiter sous forme d'image et faire du traitement d'image derrière pour ensuite pouvoir travailler de manière bien plus avancée. Par exemple, Sony vient d'annoncer qu'on pourra à l'avenir faire la mise au point sur l'œil non plus que sur les êtres humains, mais aussi sur les animaux. Et ça, par exemple, pour un photographe animalier, ça commencera à être vraiment intéressant puisqu'on va pouvoir se concentrer bien plus sur ce qui se passe que simplement sur la mise au point. Voilà donc pour les principales différences entre un hybride et un réflexe. Alors les appareils photo compacts fonctionnent globalement comme des appareils photo hybrides, excepté qu'ils n'ont pas d'objectif interchangeable. Ça veut dire qu'on a la même technologie que dans un mirrorless, excepté qu'on ne peut pas changer d'objectif. Voilà donc pour la question de Laurie. Alors passons à la deuxième question, question de Laurent. À quoi sert le triangle blanc qui se trouve sur la bague du filtre polarisant circulaire? Alors ici par exemple j'ai un filtre de 58 mm de la marque Hoya, il y a un petit triangle blanc qui est présent ici, je ne sais pas si vous le verrez au niveau de la vidéo, mais ce triangle blanc est simplement un point de repère. Donc en fait ce triangle va vous permettre de correctement régler votre filtre polarisant pour avoir l'effet le plus important. Le filtre polarisant ne peut pas fonctionner avec une lumière frontale ou une lumière venant de dos, il ne travaille uniquement qu'avec des lumières très latérales.
Donc l'idée c'est simplement d'aller positionner ce repère dans la direction de la lumière. Donc par exemple ici, si j'ai ma lumière qui vient de droite, je vais simplement mettre le triangle blanc en direction de la lumière, ce qui va en fait m'assurer d'avoir l'effet le plus important. Maintenant, généralement, quand on met le filtre polarisant avec l'effet maximum, c'est toujours un petit peu trop, et donc ensuite on peut ajuster, mais ça permet donc de pouvoir faire un pré-réglage au niveau du filtre polarisant sans devoir regarder à travers le viseur. Donc voilà à quoi sert ce petit marqueur, c'est simplement un repère pour savoir comment orienter son filtre polarisant en fonction de la source de lumière. Alors, troisième question de Jérôme A. Photographie. Comment procèdes-tu pour de la photo de mariage dans l'église sans flash, exposition à droite ou pas? Tes astuces à nous confier. Merci pour tes vidéos, tout aussi bien à chaque fois. Bye. Donc, je ne fais pas de photos de mariage, donc je vais essayer de répondre à la question, mais sans avoir de réelle expérience là-dedans. Déjà, pour un mariage, ça veut dire que l'on essaye de capturer une scène, à moins que ce soit pour l'ambiance générale avec le bâtiment lui-même que l'on prend en photo. Mais sinon, si c'est pour la cérémonie de mariage, la remise des alliances, etc., ça veut dire qu'on a des gens dans l'environnement qui bougent. Donc ça veut dire qu'on va déjà avoir quelques contraintes. Déjà, la lumière ambiante est relativement faible. En plus, on va avoir besoin d'un temps d'obturation qui va être relativement court pour pouvoir au moins immobiliser les gens. Et donc, on va devoir composer avec ça pour faire un bon résultat. Alors du coup, l'exposition à droite n'est sûrement pas le bon principe à utiliser, puisque au niveau de l'exposition à droite, ça ne sert vraiment qu'à partir du moment où on n'a pas d'autre chance d'améliorer la photo. Donc par exemple, si je peux réduire en ISO plutôt que d'exposer à droite, je vais d'abord réduire en ISO. C'est seulement quand j'ai fini de réduire les ISO, que je suis à la valeur la plus basse possible, ou quasiment à la valeur la plus basse possible, que je vais penser exposer à droite. Mais exposer à droite, ça veut dire généralement avoir un temps de pause beaucoup plus long. Et donc dans ce cas-là, ne pas pouvoir ficher les mouvements. Donc clairement, au niveau de la photo en intérieur dans une église sans flash, le mieux c'est encore de monter en ISO et de faire l'exposition correcte du premier coup. Alors le plus simple, c'est souvent de se baser sur des éléments qui sont soit très clairs, soit très foncés. Donc par exemple, la robe de la mariée, si elle est très blanche, le mieux c'est de l'exposer correctement. Et donc c'est d'essayer d'avoir une exposition qui sera à +1, entre +1 et +2 au niveau du posemètre de l'appareil photo, pour que le blanc ne soit pas gris mais qu'il soit vraiment blanc. Il faut quand même compter un petit peu pousser la compensation d'exposition, c'est en mode semi-automatique aussi d'ailleurs de ce côté-là, puisque sinon votre boîtier va simplement essayer de faire une moyenne sur l'ensemble de la scène et va simplement essayer de faire un gris moyen, ce qui généralement ne va pas donner de bons résultats dans des scènes très contrastées comme dans une église. Donc essayez de prendre un point de repère sombre ou clair, donc sombre genre l'ombre derrière une colonne ou le costume par exemple du marié qui serait en noir. Dans ce cas-là, vous allez positionner ça au niveau du posemètre à -1, -2 dans ces eaux-là, pas plus bas parce que sinon vous allez avoir simplement une grosse tache noire. Ou alors vous prenez la robe de la mariée qui elle généralement est blanche et dans ce cas-là, pour qu'elle paraisse blanche sur la photo, essayez de l'exposer à +1, +2, etc. Forcément, quand vous avez du noir et du blanc l'un à côté de l'autre au niveau du costume et de la robe de la mariée, si c'est le cas, vous allez avoir une très grande plage dynamique utilisée et donc forcément de forts contrastes dans la photo. Et il y a de fortes chances que dans ce cas-là, l'un paraisse gris ou l'autre paraisse trop noir également. Donc c'est pas facile à gérer. Mais en tout cas, l'exposition à droite n'est clairement pas la solution à prendre dans ce cas-là. L'exposition à droite va surtout très bien fonctionner quand on a une grande quantité de lumière disponible ou alors quand on a le temps de faire des pauses relativement longues. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas suffisant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors, quatrième question de Patrick Bailly. J'aimerais connaître ton avis sur la stabilisation du capteur. Toi qui te sers d'optique Tamron, Canon avec des bagues d'adaptation sur ton Sony Alpha 7 III. Alors, la stabilisation du capteur, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Ici, sur l'Alpha 7 III, que ce soit avec un objectif qui a une stabilisation intégrée ou pas, j'ai d'excellents résultats à une et une seule condition, c'est que l'objectif soit natif. J'ai essayé avec les Tamron qui ont pourtant une stabilisation excellente. La communication entre le boîtier et l'objectif au niveau de la gestion de la stabilisation est vraiment très mauvaise et le résultat qui fonctionne encore le mieux, c'est de désactiver la stabilisation de l'objectif Tamron et à ce moment-là utiliser uniquement celle du boîtier et de lui régler au niveau du steady shot la focale à utiliser de manière à ce qu'il puisse s'adapter. Maintenant, quand on parle avec des objectifs natifs, donc par exemple, j'ai le 35 mm f2.8, j'ai le 55 mm f1.8 et le 85 mm f1.8 qui ne sont pas stabilisés. Avec la stabilisation du capteur, j'obtiens des résultats quasiment aussi bons que ce que j'ai avec des optiques Tamron montées sur mon Canon. Pourtant, Tamron, c'est vraiment ceux que je préfère au niveau stabilisation. À mon sens, il n'y a pas de stabilisation plus efficace qu'eux. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir plus d'objectifs Tamron sur mon Sony, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore fait, donc je ne peux pas en prendre.
J'ai pas encore vraiment beaucoup testé les objectifs Sony stabilisés, donc je viens d'acquérir un 24-105 f4 qui lui a la stabilisation intégrée et qui donc se combine avec le boîtier. Dans ce cas-là, les deux axes gérés par l'objectif se désactivent au niveau du boîtier et le boîtier apporte à ce moment-là ce que l'objectif ne peut pas gérer lui-même, ce qui de toute façon devrait donner d'excellents résultats puisque le boîtier déjà fonctionne très bien et les objectifs en plus aussi, généralement ils sont relativement bons. Donc les deux ensemble devraient donner une bonne stabilisation. Donc la stabilisation du capteur, c'est vraiment quelque chose de super puisque ça permet de stabiliser des objectifs qui ne le sont pas. Mais par contre, utiliser avec des objectifs qui ne sont pas natifs, à ce moment-là, j'ai toujours eu des soucis avec jusqu'à présent. Donc je préfère de loin passer sur du natif, c'est ce que je suis occupé à faire progressivement. Je vais un jour ou l'autre totalement abandonner la partie Canon et uniquement rester sur du Sony. Alors, cinquième question de Valérie. Dans quel ordre est-il préférable de faire des retouches et à quel moment appliquer la netteté dans le cadre de publications sur le web, type Flickr par exemple? Merci et vraiment bravo pour votre chaîne YouTube. Mais merci pour le commentaire. Alors, au niveau des retouches, la netteté, c'est la dernière chose qu'il faut faire absolument. En fait, la netteté va travailler sur les contrastes dans la photo, donc c'est aller assombrir et éclaircir certaines zones, et de manière assez précise, mais aussi de manière assez dure. Ça veut dire que si, après ça, on va mettre d'autres traitements au-dessus, par exemple des traitements colorimétriques, ou peu importe l'effet, même du vignettage par exemple, la netteté va à ce moment-là apporter des défauts si elle a été faite avant. Moi, la netteté, je la laisse toujours en dernière étape, c'est-à-dire que je commence déjà par faire mon développement normal avec les réglages de la balance des blancs, etc., l'exposition. Ensuite, je fais éventuellement un traitement colorimétrique si je veux en faire un. J'applique un vignettage, j'applique des effets, les corrections, peu importe. Et au moment où ma photo est terminée, à ce moment-là seulement, j'applique la netteté juste avant de l'exporter. Et comme ça, au moins, je m'assure que l'effet de l'application de netteté ne va pas induire d'autres problèmes derrière. Parce que notamment, la netteté aura tendance parfois aussi à augmenter le bruit dans la photo, puisque le bruit, finalement, c'est aussi déjà des micro-contrastes. Donc si on met une netteté un peu trop poussée, le bruit va ressortir. Si on applique encore un traitement dessus de contraste ou autre, ça va être encore pire. Donc, en tout cas, la netteté toujours en dernier lieu. Mais là, je parle bien de la retouche photo type Photoshop. Dans Lightroom, par exemple, c'est totalement différent parce que dans Lightroom, tous les réglages que l'on fait se font sans réellement se superposer. C'est-à-dire que c'est le logiciel derrière qui gère ce qu'il doit faire. On est sur du développement et pas de la retouche. Donc finalement, que vous régliez la netteté avant l'exposition ou quoi, ça n'a jamais de différence en termes d'effet. La seule chose qui pourrait éventuellement varier, c'est que si vous appliquez la netteté avec un filtre dégradé par exemple. Mais sinon, dans Lightroom, peu importe l'ordre dans lequel vous faites les réglages, vous obtiendrez toujours le même résultat. Je passe maintenant à la question numéro 6, qui est une question de Michel Danissa. Serais-tu intéressé pour rajouter une rubrique sur ta chaîne dans laquelle tu retoucherais certaines photos de tes abonnés? Alors c'est quelque chose à laquelle je n'ai pas spécialement encore pensé, mais ça pourrait être envisageable. Après, je ne sais pas dans quelle mesure beaucoup de gens seraient intéressés par ça, d'autant plus que retoucher les photos de quelqu'un d'autre, je ne suis pas très fan du système, même si dans certains cas ça peut m'amuser, simplement parce que je ne retouche déjà pour mes propres photos que celles qui me parlent. Et du coup, essayer de retoucher la photo de quelqu'un d'autre alors que celle-ci ne m'exprime rien, alors je ne dis pas que la photo soit bonne ou mauvaise, ce n'est même pas ça le problème, c'est juste le fait que la photo ne m'intéresse pas. Par exemple, si on fait une photo de mariage, moi je suis pas très fan de ce genre de truc là, déjà parce que je suis pas moi-même photographe de mariage, et du coup aller retoucher une photo de mariage, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Bien sûr, si maintenant c'est de la photo de portrait, de la macrophotographie, les deux sujets que je préfère, là forcément ça va beaucoup plus m'intéresser, mais encore faut-il que la photo me plaise déjà à la base. Donc ça impliquerait que je sois également assez critique avec les photos que je recevrai, et donc je pourrais peut-être aussi parfois vexer quelqu'un, et ça je voudrais sûrement pas. Parce que ce n'est pas parce que moi la photo ne me parle pas que ce n'est pas une bonne photo du tout. C'est juste une question de goût qui fait que cette photo me plaît ou me plaît pas. Ce que je vais peut-être faire, et ça je dois encore y réfléchir, mais je proposerai peut-être une fois faire un galop d'essai, c'est-à-dire de demander une fois si les gens veulent me soumettre une photo, je les récolte, je les retouche, et à ce moment-là on verra le résultat. Donc je ne promets rien, ça pourrait être un résultat intéressant, on verra ça à l'avenir, mais je ferai peut-être un galop d'essai. Bonne idée en tout cas. Alors, question numéro 7, question de Christian. Bracketing plus traitement ou expo à droite? Alors, bracketing plus traitement, ça veut dire faire plusieurs expositions à différents réglages pour avoir une exposition sombre, une exposition moyenne, une exposition claire et fusionner le tout au niveau du post-traitement, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo sur Photoshop, ou alors plutôt exposer à droite.
Alors pour moi, c'est deux techniques qui ne sont pas directement comparables parce qu'elles ne répondent pas au même problème. C'est-à-dire que le bracketing va permettre d'artificiellement augmenter la plage dynamique du capteur, c'est-à-dire en prenant une exposition sombre, une exposition moyenne, une exposition claire, voire même plus, et de fusionner le tout après pour sélectionner les zones qui nous intéressent le plus, soit éventuellement pour faire un traitement HDR. L'exposition à droite, elle, sert en fait à déplacer l'histogramme vers la droite et donc à essayer d'enregistrer des informations au niveau du fichier et du capteur dans les zones dans lesquelles on a le plus de détails. Et donc pour ensuite en post-production les ramener en exposition normale et donc avoir des plus belles transitions dans les couleurs. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de comparaison à faire. Je pense que le bracketing et le traitement est nécessaire quand on a un fort contraste dans la scène, un coucher de soleil par exemple, ou des photos d'intérieur où on a une vue sur le paysage à l'extérieur. Par contre, l'exposition à droite, elle, va plutôt être utilisée. Moi, je l'utilise souvent en portrait, par exemple, pour avoir des plus belles transitions au niveau de la peau, mais ça peut être employé en paysage aussi, quand on veut justement jouer sur des plus grandes gradations de couleurs, pour éviter que quand on fait un post-traitement beaucoup plus poussé, on ait tous les défauts de colorimétrie ou les défauts de transition dans les couleurs qui apparaissent. Donc je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre, c'est juste des techniques qui sont adaptées à des circonstances différentes. Le bracketing quand on a besoin d'une forte plage dynamique, l'exposition à droite quand on veut avoir un rendu des textures et des couleurs qui soit le plus beau possible, surtout quand on a besoin de faire un gros post-traitement. Alors, 8e question, de nouveau de Christian. J'aime faire des photos de sport, d'animalier en fait, d'être très réactif. Que penses-tu des mirrorless dernière génération? Alors pour avoir fait des essais récemment au niveau de la photo de sport, donc j'étais à une fête sportive dans laquelle il y avait du saut à la perche et je me suis amusé à faire des rafales sur une personne qui faisait donc du saut à la perche. Comme vous pouvez le voir ici dans l'incrustation dans l'image, j'ai pu faire des rafales assez importantes avec un système d'autofocus qui suivait extrêmement bien le sujet. Donc j'ai employé en fait l'Alpha 7 III monté avec le 85 mm f1.8 qui n'est pas du tout un objectif fait pour le sport mais qui fonctionne très très bien quand même. J'ai pu faire une rafale d'une grosse vingtaine de fichiers avec la mise au point qui faisait le suivi sur le sujet et j'ai pu correctement figer le sujet avec toutes les étapes du saut finalement. La 7 III permet de faire une rafale à 10 images par seconde. L'objectif suivait sans aucun problème et donc en fait j'ai là presque un mini-film comme vous pouvez le voir dans la photo. Bon, j'ai un petit peu séparé les images pour vous ayez le temps de le voir. Mais de la première image à la dernière image de la scène captée, les images sont nettes. Donc vraiment l'autofocus est génial. Alors quand on prend par exemple l'Alpha 9 de Sony, là on a une rafale de 20 images par seconde. Et quand on a un objectif dont la motorisation permet de suivre, on est quasiment au niveau du film. Aller plus loin, ça reviendrait à prendre une caméra vidéo. Donc je pense que de ce côté-là, ça fonctionne très bien. Le problème va être non pas d'avoir un boîtier qui a un bon autofocus et avoir une bonne rafale, parce que ça on commence à les trouver assez facilement. Avec une rafale de 8-10 images par seconde, on a largement assez pour ça quasiment. Mais il faut aussi un objectif qui soit capable de suivre. Et donc avec un objectif d'entrée de gamme qui lui va avoir du mal à faire la mise au point parce qu'il ne va pas être suffisamment rapide, ça va juste pas fonctionner. Moi je l'ai testé avec le 55 mm f1.8, le 85 mm f1.8 et le 35 mm, l'autofocus suit à merveille. J'ai pas encore eu l'occasion de tester avec le 24-105, mais je pense que ça devrait très bien fonctionner aussi. Et d'après les échos que j'ai lus, le 100-400 de Sony est juste une merveille aussi, même avec l'Alpha 9, il suit totalement même la cadence des 20 images par seconde. Donc je pense que le mirrorless commence à être vraiment une excellente solution pour ça. D'autant plus que il me semble que Sony devrait sortir un appareil photo APC mirrorless, qui serait donc pas un Alpha 6000 quelque chose, mais donc une nouvelle gamme qui serait plutôt dédiée à la photo sportive, un petit peu l'équivalent d'un 7D Mark II si on veut, donc avec un autofocus rapide, une rafale importante, mais en APC pour gagner en fait en crop factor et donc avoir une distance focale artificiellement plus grande et donc d'être plus proche du sujet. Donc je pense clairement que le mirrorless à l'heure actuelle peut très bien fonctionner pour la photo de sport. C'est surtout l'optique qui va faire une grosse différence. Il faut une optique rapide si on veut faire un bon suivi du sujet. Alors question numéro 9 d'Alain V. Je me pose beaucoup de questions sur quel mode de mise au point, quel type d'AF utiliser, combiné à quelle zone de mise au point pour les différents types de photos. Pour être plus clair, si je fais une photo de sport, est-ce que je règle AFS, spot, flexible, etc. Ok. Donc Alain, tu veux savoir quels sont les modes à utiliser en fonction des circonstances pour la photosport, comment régler d'une part le mode autofocus et d'autre part la zone de collimateur qui est utilisée. Alors là, il n'y a pas de bonne recette, je pense que j'ai déjà eu affaire à plein de situations qui m'ont fait changer mes réglages que je pensais être les meilleurs.
Je vais avoir du mal à répondre à ça très rapidement, mais ce que je ferai peut-être à l'avenir, c'est faire une vidéo sur un type de scène bien particulier et les réglages que j'emploie qui m'ont donné les meilleurs résultats. Donc par exemple, je pourrais dire que je fais la photo de course cycliste et de voir quels sont les réglages que j'emploie à ce moment-là au niveau de mon boîtier pour avoir les meilleurs résultats au niveau de l'autofocus, etc. Ce que je peux déjà dire quand même, c'est qu'au niveau de l'Alpha 7 III, qui apparemment est le boîtier que tu utilises aussi, c'est que certains modes fonctionnent mieux quand on ne lui donne pas trop de contraintes. Donc par exemple, l'autofocus sur l'œil fonctionne à mon sens beaucoup mieux quand on le laisse travailler sur la totalité du capteur. Donc généralement dans ce cas-là, je le mets en mode AF large et sur la mise au point sur l'œil fonctionne à ce moment-là très bien. Parce que sinon, si on définit une zone de l'image, dès que l'œil commence à sortir de cette zone-là, l'autofocus commence à patiner, il cherche un œil où il n'y en a pas, simplement parce qu'on l'a contraint dans une zone trop petite. Alors, autre exemple, c'est pour la photo de saut à la perche que j'ai montré pour la question précédente. Là, j'avais employé le spot large au centre, de manière à pouvoir en fait suivre le sujet. Donc, je restais sur une grande zone au centre de l'image et je suivais le sujet pendant la prise de vue, tout en gardant l'autofocus appuyé. Mais de nouveau, là, j'étais en continu. Alors au niveau du choix continu ou simple, moi c'est pas compliqué, j'ai une règle toute bête. Si mon sujet ne bouge pas, je suis en AF simple. Si mon sujet bouge, je suis en AF continu. Mais je n'essaye pas d'employer l'AF continu pour de l'AF simple. Par exemple, ce que beaucoup font, c'est d'employer le bouton AF on, donc le bouton de mise au point que l'on met à l'arrière de l'appareil, pour en fait faire la mise au point et se dire ok, je reste en mode continu tout le temps et quand j'ai besoin de faire la mise au point sur un sujet fixe, j'appuie, il fait la mise au point, je lâche, il arrête de faire la mise au point. Le truc c'est qu'avec la mise au point en continu, on n'a aucune confirmation de la mise au point et si jamais on est sur une zone qui n'est pas très pratique pour le capteur à détecter, on va parfois avoir une mise au point qui est légèrement ratée. Le fait de travailler avec les mises au point single dans ce cas-là permet d'accrocher un point, d'avoir la confirmation et dans ce cas-là on est sûr qu'on est au bon endroit. Donc oui, il faut passer d'un mode à l'autre, mais c'est comme ça qu'on a le meilleur résultat. Donc juste employer le bouton AF on et simplement rester en AF continu parce qu'on est trop fainéant que de changer de mode, je trouve ça vraiment une très mauvaise excuse. Il y a un mode pour le single, il y a un mode pour le continu, ils servent à ça. Alors il y a le mode intermédiaire, il y a le mode AF photo qui va essayer de simplement choisir si c'est du continu ou si c'est du single. J'ai jamais eu de bons résultats non plus avec, il suffit qu'on bouge un petit peu l'appareil, il pense que le sujet bouge, donc il change le système de mise au point. Pour moi ça marche pas, aussi bien sur un réflexe que sur un mirrorless, j'ai jamais été satisfait de ça. C'est pas compliqué, un sujet ne bouge pas, AF single, si jamais le sujet bouge, AF continu et point barre. Le reste après, suivant le type d'autofocus que je veux faire, suivant la zone de mise au point que je veux utiliser, ça va varier en fonction des sujets par contre. Alors question numéro 10 de Nicolas, comment gères-tu la colorimétrie? Je trouve qu'elle est la grande oubliée de YouTube de façon générale, etc. Alors oui, en effet, c'est un sujet dont on parle très peu et je suis sûrement pas le meilleur pour ça. Il y a Tom Migo qui avait commencé une série sur la colorimétrie, malheureusement il n'a jamais totalement terminé parce que je sais que lui, il est vraiment très pointu là-dessus, sachant qu'il gère toute la partie prise de vue, traitement, et il imprime lui-même ses photos sur son imprimante, tout est calibré de A à Z, et donc il gère la totalité du process de production, et donc forcément la gestion de la colorimétrie, il la gère complètement. Moi de mon côté, la colorimétrie, j'y prête attention bien sûr, mais pas en outre mesure non plus. C'est-à-dire que je ne fais pas de photos de packshot de produits ou de photos de mode pour des revues de pub, etc. Donc je n'ai pas systématiquement besoin que mes couleurs soient parfaites et exactes. Généralement au contraire, j'aime bien légèrement donner une dérive de couleurs dans mes photos pour donner une ambiance. Donc par contre, mes écrans sont calibrés. Donc j'ai une sonde Datacolor que j'emploie pour recalibrer de temps en temps mes écrans, ce qui me permet de savoir que ce que je vois à l'écran, ce sont les bonnes couleurs. Autre partie aussi, vraiment quand je veux faire un traitement parfois un petit peu plus poussé, bizarrement, je vais m'assurer d'avoir les couleurs les plus justes à la prise de vue. Donc par exemple, si je veux faire un portrait et que j'ai envie de donner une ambiance un petit peu film au rendu final, donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est employer la charte Datacolor ici, avec ces différents panneaux de couleurs pour prendre un cliché de test, et je vais à ce moment-là pouvoir créer un profil de correction que je vais pouvoir utiliser dans le logiciel, qui va me permettre en fait à la sortie du développement de la photo, d'avoir la photo la plus correcte et la plus neutre possible, c'est-à-dire sans dominante de couleurs, en ayant exactement les bonnes couleurs, ce qui va me permettre par après, à ce moment-là, de pouvoir faire des retouches et de ne pas avoir de dérive déjà induite à la base par le développement. Mais sinon, moi j'y regarde pas plus que ça. Par exemple, dans la photo que je montre ici, c'est une photo que j'ai prise le week-end passé. Vous voyez que les couleurs ne sont pas totalement naturelles. C'est-à-dire que j'ai volontairement induit une couleur légèrement bleu-gris dans les ombres et une couleur un peu plus orangée dans les hauts de lumière. Ce qui donne un côté, à mon sens, un petit peu film, un petit peu cinéma, que j'aime beaucoup dans ces photos-là.
En plus de ça, j'ai un petit peu écrasé l'histogramme en remontant un petit peu les noirs et en rabaissant un petit peu le blanc, ce qui donne un côté un petit peu fade que j'aime beaucoup aussi. Donc la colorimétrie, pour moi, dans beaucoup de cas, c'est important, mais c'est pas non plus le sujet principal. Ça devient vraiment crucial quand on doit avoir des couleurs qui sont identiques à ce que l'on voit réellement. Et donc à ce moment-là, on va devoir traiter toute la chaîne de colorimétrie. Mais au final, pour de la photo de type artistique, je pense qu'on fait souvent l'erreur de vouloir reproduire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait les voir. La photographie est un moyen d'expression et donc il faut pouvoir aussi transmettre ce que l'on ressent à travers cette photo. Et le fait de jouer sur la colorimétrie, c'est une des manières d'y arriver et de pouvoir comme ça donner une ambiance à une photo en trichant justement sur la colorimétrie. J'espère avoir donc répondu à ta question. Ce que je ferai sûrement à l'avenir, c'est aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop, montrer des astuces pour corriger des couleurs, etc. J'ai plein d'idées encore en stock comme ça, ce qui pourra continuer à répondre à tes questions. J'espère sinon avoir été suffisamment clair dans ma réponse, même si c'était déjà un petit peu longue. Et donc on passe à la question suivante. Question suivante, numéro 11, de Fabrice Tailleur. Sous Lightroom, il existe un certain nombre de glissières. Chaque glissière a un effet sur le développement de la photo. Est-ce qu'une modification faite à partir d'une glissière peut impacter, voire détériorer un autre réglage? Oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que tous ces réglages ont un impact sur la photo. Donc forcément, certains réglages, quand on les pousse un petit peu trop loin, vont créer des défauts dans la photo. Par exemple, la correction du voile, quand on la pousse trop loin dans un sens comme dans l'autre, c'est juste affreux. Idem, si on va prendre le curseur des noirs ou des blancs, si on pousse le curseur des blancs tout à fait à droite, la photo va être cramée. Si on pousse le curseur des noirs tout à fait à gauche, la photo va être quasiment totalement noire. Donc oui, certains curseurs vont avoir un impact sur d'autres curseurs. Par exemple, jouer sur le contraste et la clarté en même temps va forcément créer des effets relativement durs, puisque les deux jouent justement sur des contrastes, avec des zones plus ou moins larges dans l'effet. Mais pousser trop le contraste et la clarté ensemble vont généralement créer des franges autour des zones avec des gros contrastes, ce qui va être assez désagréable visuellement et même relativement moche. Oui, certains curseurs ont des impacts les uns sur les autres, surtout ceux qui travaillent en fait sur les mêmes choses. Donc par exemple, tous les curseurs qui travaillent sur les contrastes, entre eux, vont avoir des interactions. Les curseurs qui travaillent sur les couleurs vont également entre eux avoir des interactions. Par contre, ce qui n'a aucune importance, c'est l'ordre dans lequel ces réglages sont faits. Dans Lightroom, il n'y a pas une question d'ordre. C'est pas comme dans Photoshop, où on va superposer des calques de réglages et où ce qu'on a fait en dessous a un impact sur ce qu'on fait au-dessus. Dans Lightroom, si je fais le contraste avant la clarté ou la clarté avant le contraste, j'aurai au final exactement le même résultat. Alors, question numéro 12, question de Fab. Utilises-tu le noir et blanc direct avec ton appareil ? Ça m'arrive, mais pas pour produire spécialement un noir et blanc. De toute façon, que je règle mon appareil en noir et blanc ou pas, au final j'aurai un fichier RAW, parce que je ne shoot qu'en RAW, qui sera en couleur. Donc je devrais de toute façon refaire le post-traitement en noir et blanc derrière. Mais ça, c'est parce que je shoot en RAW. Si je shootais en JPEG et que je voulais faire du noir et blanc, peut-être que je le ferais. Mais de toute façon, comme je shoot en RAW, je dois faire au niveau du post-traitement une conversion de noir et blanc. Donc le régler mon appareil en noir et blanc ne change pas grand-chose à ça. À une exception près, c'est quand je veux avoir une idée des contrastes. L'intérêt de, éventuellement, quand on shoot en RAW, de régler son boîtier sur monochrome ou noir et blanc, ça va être de voir au niveau du viseur, ou comme par exemple sur le Sony A7 III, ou au niveau du live view, du rendu de la photo à l'arrière de l'appareil, d'avoir une version noir et blanc de la photo. L'intérêt de ça, c'est qu'on fait abstraction des couleurs et qu'il ne reste plus que la notion de luminosité dans la photo. Ce qui va permettre de voir si la photo marche d'un point de vue luminosité. Ça permet de beaucoup plus facilement se faire une idée des contrastes et de ce qui est correctement et mal exposé dans la photo, parce que du coup les couleurs ne nous perturbent pas. Les couleurs généralement vont nous induire en erreur, elles vont nous donner l'impression qu'il y a du contraste alors qu'il n'y en a pas, alors que quand on voit en noir et blanc, on n'a plus que la lumière qui est visible et on peut donc avoir une meilleure idée de la photo. Donc oui, ça m'arrive de régler mon appareil photo en noir et blanc, mais c'est surtout quand je veux faire une idée du rendu de la luminosité et faire abstraction des couleurs qui, à mon sens, me perturbent au niveau de la vision de la photo. Par exemple, si je fais de la photo de rue avec un soleil qui tape de manière assez dure et qu'il y a des ombres très dures, je vais parfois à ce moment-là passer en noir et blanc parce que j'aurai un meilleur rendu de la photo en termes de luminosité et je pourrais mieux me rendre compte de ce que donne réellement la photo, même si après je la travaille en couleur. Alors question numéro 13, toujours de Fab, connais-tu la différence entre Lightroom CC avec licence et Lightroom CC pour appareil mobile mais pour PC? Que penses-tu de la version mobile? Je pense que tu veux savoir quelle est la différence entre Lightroom CC et Lightroom Classic CC. Donc Lightroom CC, c'est la version cloud de Lightroom, c'est-à-dire qu'il y a une application bureau, mais il y a une application mobile et il y a une application web que l'on peut employer pour y accéder. Et Lightroom Classic CC, c'est la version que l'on doit installer, la version complète, la version, je veux dire, historique de Lightroom.
Alors la différence majeure entre les deux, c'est que dans le classique CC, on a toute la gestion de catalogue, de catégories, de collections, etc. qui est présente. Donc la gestion des fichiers est beaucoup plus poussée, alors que dans la partie cloud, on a la partie traitement et c'est quasiment tout. L'autre grosse différence, c'est que pour la partie cloud, on doit d'abord uploader ces photos au niveau du cloud pour pouvoir les traiter. Tandis qu'au niveau de la version classique, on traite les photos localement. Après, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Moi, comme je traite assez bien de photos, je préfère les travailler localement et de pouvoir gérer correctement un album avec les catégories, etc. dedans, pour pouvoir classer mes photos. Par contre, pour quelqu'un qui fait de la photo un peu plus occasionnelle ou pour une fois pour des vacances, je pense que la partie cloud peut être très intéressante. Le problème, c'est qu'il faut d'abord uploader toutes ces photos et ensuite on peut les traiter. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'on a accès à ces photos depuis n'importe quelle application de Lightroom CC. Ça veut dire qu'une fois qu'on les a uploadées, qu'on ouvre l'application Lightroom CC sur le PC, qu'on l'ouvre sur un appareil mobile ou sur un navigateur de chez quelqu'un d'autre, on a accès à toutes les photos, elles sont sur le cloud, on travaille directement dessus. Pas besoin de commencer à les transvaser d'un côté à l'autre. Après, la version cloud, je ne l'ai pas souvent utilisée, un petit peu au début pour voir ce que ça donnait, mais pour moi, les contraintes étaient trop importantes dans le sens où j'avais pas de quoi classer mes photos correctement dedans. Donc je devrais peut-être une fois regarder à l'occasion, voir s'il n'y a pas des choses qui ont été améliorées. Alors, je pense que la version Lightroom CC peut être principalement utilisée pour des gens qui font la photo de manière très occasionnelle, ou alors pour des gens qui se déplacent énormément, et comme ça, de pouvoir toujours avoir l'occasion de travailler sur leurs photos. Par contre, pour quelqu'un qui, comme moi, fait de la photo très régulièrement, et qui en plus de ça a toujours la possibilité de les récupérer sur son PC et ne se déplace pas énormément, la version classique est bien plus pratique parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités niveau classement des photos entre autres et recherche dans les photos, gestion des métadonnées, enfin là il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Alors question numéro 14 de Julien Lefin. Salut Steve, pour ma part j'ai beaucoup aimé la rencontre abonnée à Tournai. Toi, as-tu apprécié aussi et ne crois-tu pas qu'institutionnaliser la chose soit intéressante? Merci pour de me faire prononcer ce genre de mots. Dans l'esprit court de YouTube, etc. Alors oui, la rencontre abonnée, c'était vraiment chouette. Donc c'était pas la première que je faisais, c'était la première que je co-organisais, en tout cas avec Laurie cette fois-ci, de la chaîne Objectif Féminin. Ça m'a énormément plu parce que ça permet toujours de rencontrer des gens, ça permet de se confronter à d'autres points de vue, ça permet d'échanger des idées. Chaque fois que je rencontre des gens comme ça qui suivent ma chaîne ou même d'autres chaînes et on se rencontre entre photographes, on en discute, on échange des idées, quand je ressors de là, j'ai toujours appris énormément de choses. Même si ce n'est pas forcément d'un point de vue technique, mais le fait de simplement pouvoir discuter avec quelqu'un d'un sujet qui nous passionne tous les deux va permettre parfois de s'ouvrir un petit peu l'esprit et d'avoir de nouvelles idées. Donc quand je ressors de là, j'ai toujours de nouvelles choses en tête et ça me fait toujours énormément de bien. Je sais que Laurie pour ça partage entièrement mon avis. Elle adore ça parce qu'à chaque fois c'est un petit peu comme un coup de fouet qui rebooste et qui donne envie de nouveau s'y mettre à fond. Donc oui, c'est clairement quelque chose que je voudrais refaire. De là à en faire quelque chose de régulier, de systématique, même si c'est avec l'aide de quelqu'un, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors ça pourrait être un truc que j'organiserai occasionnellement, c'est-à-dire de prévoir une rencontre photo avec à ce moment-là, peut-être quelque chose d'un petit peu plus structuré pour le faire en espèce de cours photo éventuellement, mais pas de manière trop régulière, parce que à côté de ça, il y a une chose que moi je ne veux pas perdre, c'est la possibilité de moi-même faire des photos. Faut savoir que je travaille toute la semaine. Le week-end, je publie une vidéo YouTube et j'aime encore là-dedans pouvoir faire des photos, des shootings, pouvoir aller me balader aussi. Je veux pas non plus que ma chaîne YouTube m'empêche de faire de la photo. Et c'est un petit peu ce que je crains avec ça, c'est de si je le fais de manière trop régulière, ça va commencer à devenir à un moment une contrainte. Et si ça devient une contrainte, ça risque de ne plus être agréable pour moi, ce qui risquerait d'être aussi désagréable pour ceux qui regardent la chaîne, parce que ça commencerait à se ressentir. Donc, est-ce que je l'organiserai de manière ponctuelle, de temps en temps? Ça, c'est bien possible. De manière régulière, sûrement pas, parce que ça deviendrait un petit peu lassant, je pense, au fil du temps. Et ça, je ne veux vraiment pas en arriver là. Donc, en tout cas, oui, ça pourrait être une idée. Je devrais y penser. Il faudrait que je trouve une planification, de prévoir ça relativement long terme, 2-3 mois à l'avance au moins, pour que les gens puissent s'organiser. Mais c'est vrai que imaginer faire une rencontre abonnée dans le but de faire une espèce de mini-cours, workshop ou quelque chose comme ça pourrait être sympa, sachant que je me positionne toujours comme quelqu'un qui est un photographe amateur, je me débrouille peut-être bien, mais je suis un photographe amateur, je ne suis pas la référence ultime non plus. J'essaye d'expliquer ce que je fais et de la manière dont je le fais, et de la manière dont je le comprends surtout. Mais bien sûr, ce n'est pas pour ça que j'ai la science infuse et que j'ai les réponses à toutes les questions. Donc forcément, c'est pas non plus l'équivalent d'un workshop que vous pourriez faire avec un photographe qui fait du studio depuis 10 ans non plus, forcément. Mais si j'ai l'occasion de partager des choses, je le ferai forcément avec plaisir. Voilà donc pour la réponse à ta question.
Alors question numéro 15 de GreenTech, bonjour. Quelle est l'optique la plus passe-partout selon toi pour un voyage sur APS-C, le 50 mm f1.8 ou le 24 mm f2.8? Deux mois que je n'arrive pas à trancher. Moi je partirai directement sur le 24 mm f2.8. Pour une raison simple, c'est que sur APS-C, il y a le crop factor et donc on a un champ de vision sur le 24 mm qui va être aux alentours de 40-45 mm entre ces deux eaux-là, ce qui correspond au final à une focale très standard. C'est pas vraiment un 50 mm, mais on va avoir un champ de vision qui est ni trop large ni trop étroit. Moi, pour ma part, je trouve déjà ça très étroit. Je suis plutôt du genre 35 mm sur plein format, voire même plus large. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le 24-105 sur mon Sony, simplement parce que je peux aller jusqu'à 24 mm. Et dans certains cas, 24 mm, ça permet de faire des plans très larges, de très près, et de donner un peu de profondeur à l'image. Maintenant, le 50 mm f1.8 sur un APS-C, ça fait déjà très serré. Ça va être très bien pour faire un portrait, ça va être très bien pour faire un détail. Mais ça va commencer à faire très serré pour prendre une photo de paysage, ça va être très serré pour faire de la photo de rue, ça va être très serré pour prendre une scène urbaine. Donc pour ça, moi je pense que le 24 mm f2.8 est largement plus pratique. Maintenant, c'est vrai que le f2.8 est un petit peu moins lumineux que le f1.8 du 50 mm, mais f2.8 ça reste quand même tout à fait gérable. Je pense qu'il vaut mieux monter un petit peu en ISO plutôt que de prendre une focale qui est trop restreinte. Après, chacun fait le type de photo qu'il aime. Si maintenant tu es plus du type photo de détail où tu vas te concentrer sur un détail dans une scène où tu veux pas te rapprocher, où tu sais que tu vas avoir la possibilité d'être relativement loin du sujet, le 50 mm peut faire l'affaire. Le 24 mm, pour qu'il soit correctement utilisé, ça va t'imposer de t'approcher du sujet. Mais c'est aussi ce qui va donner un petit peu de perspective à la photo. Quand on s'approche du sujet, c'est-à-dire que le sujet prend plus de place dans l'image, et généralement on va également pouvoir bien le détacher du fond. Donc voilà, moi à mon avis ce serait le 24 mm f2.8. Maintenant de nouveau, ça va être à toi de voir ce que tu veux faire comme photo. Si tu veux vraiment du passe-partout, je pense que le 24 mm sera beaucoup plus pratique, parce que le 50 mm commence à être fort serré, et va finalement correspondre plus à du 80 mm, 75-80 mm suivant la marque que tu utilises, et donc d'avoir vraiment une focale qui va te permettre de faire certainement des détails et de bien détacher ton sujet de l'arrière-plan, mais dans beaucoup de cas je pense que tu vas te sentir à l'étroit au niveau du champ de vision. Donc je partirai plutôt sur le 24 mm f2.8. Alors, question numéro 16 d'Olivier. Bonjour, une question sur l'impression. Quel labo en ligne recommandez-vous? Comment être sûr que l'espace couleur Profoto, dans mon cas, sera préservé? Merci beaucoup. Alors, je fais très peu d'impressions en ligne. Généralement, les quelques impressions en ligne que j'ai fait, je suis passé par salle digitale et j'étais très content du résultat. En plus de ça, il y a moyen de récupérer les profils ICC de leurs papiers et de leurs imprimantes que l'on peut charger dans Lightroom pour avoir en fait un épreuvage de l'impression, ce qui va donner un affichage à l'écran qui va être très proche de ce qu'on va voir à la fin sur le papier, et c'est là qu'on constate généralement que l'impression est nettement moins contrastée, nettement moins vive, ce qui permet de compenser à la retouche avant de l'envoyer pour impression. Quand je vais faire une impression de qualité, je vais plutôt m'adresser directement à un labo d'impression. Alors une fois n'est pas coutume, mais je vais quand même faire la pub ici de quelqu'un qui ne m'a pourtant rien demandé, c'est juste quelqu'un que j'apprécie et dont j'adore le boulot. C'est Florian Saut qui a en fait lancé il y a quelques années maintenant son propre labo d'impression, donc qui a grandi, qui maintenant est devenu vraiment une belle petite entreprise qui tourne bien. Si vous voulez faire des tirages d'art de belle qualité, je vous invite à aller vous adresser à Florian. Il connaît hyper bien son boulot, il est méticuleux, il prend un soin de dingue à faire ces impressions-là. Vous nous adressez dans ce cas-là pas à une usine qui produit des photos à la masse, mais à un artisan qui fait un boulot de qualité comme tout le monde devrait le faire. Donc, n'hésitez pas à contacter Florian si vous voulez faire des impressions de qualité, il répondra à vos questions. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de lui faire sa pub sans que je lui ai demandé, je suppose pas. En tout cas, je vous mets les informations de Florian dans la description de la vidéo. Et si le cœur vous en dit, allez voir également sa chaîne YouTube Codex Photo, sur laquelle il donne énormément de bons conseils. Alors on passe maintenant à la dernière question, la question de Nicolas Petit qui a décidé hier de me poser une question de type philosophique qui va faire que cette vidéo va se rallonger encore, même si j'ai plus beaucoup de temps pour l'enregistrer. Pourquoi fais-tu de la photo et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors non, en fait ma réponse va être relativement simple. C'est une question à laquelle j'ai réussi à répondre relativement récemment. Alors pourquoi je fais de la photo? Ben, simplement parce que c'est la première fois que j'ai trouvé un moyen d'expression qui me convient. Ça me permet de montrer les choses telles que je voudrais qu'elles soient et non pas telles qu'elles sont.
Je n'essaie pas de faire des clichés qui montrent les choses telles qu'elles sont, mais telles que moi je voudrais les voir, c'est-à-dire d'aller éventuellement même carrément déformer la réalité, et donc finalement de donner mon impression de la scène que je photographie, que ce soit un paysage, que ce soit un portrait, que ce soit de la photo de rue. C'est sans doute la raison principale pour laquelle la photo me plaît. Quand j'ai commencé, je ne le savais pas trop. Vraiment, j'ai commencé en me disant, bah oui, j'aime bien faire des photos, c'est cool, je peux faire des chouettes trucs, je peux capturer mes souvenirs, je peux stocker ça. Mais plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte que c'était le moyen qui me permettait à moi d'aller montrer les choses, soit qu'on ne voit pas habituellement, soit de les montrer sous un angle différent, et donc finalement d'apporter un petit peu une vision un peu déformée de la réalité. Et je pense que c'est un petit peu ça l'idée de base de la photo artistique. Après, bon ou pas, c'est un autre problème, mais d'essayer d'aller montrer les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient et pas telles qu'elles sont réellement. Sinon, on fait de la reproduction. Moi, ce que je veux faire, c'est montrer les choses telles que j'ai envie qu'elles soient. Et donc, éventuellement, un petit peu les altérer. Que ce soit pour du portrait, où je vais essayer de rendre une scène un peu particulière. Que ce soit pour un paysage, où je vais accentuer le ciel. Que ce soit pour de la macro, où je vais volontairement mettre un élément, ou le détacher du fond, ou l'intégrer dans son environnement. Ce sont des choix qui vont me permettre à moi de montrer quelque chose qui n'est pas forcément vu tel quel, et qui est donc ma vision des choses plutôt que celle que tout le monde perçoit. Et alors accessoirement, la photo est aussi un moyen qui me permet encore de partager ce que je sais, ce que je connais avec d'autres, par l'intermédiaire de cette chaîne bien sûr. Depuis toujours, j'aime partager mes connaissances, ce que je sais, ce que je comprends, ce que j'ai appris, et ça me permet encore une fois de le faire, ce qui est aussi un moyen pour moi de progresser, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Une des raisons pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que j'aime la photo, mais aussi parce que j'aime progresser, j'aime apprendre. Et le fait de devoir expliquer quelque chose, de devoir donner mon point de vue sur quelque chose, me force à pousser mon raisonnement un petit peu plus loin, et donc à évoluer aussi. Voilà donc pour cette réponse qui était finalement pas si longue. Voilà donc pour cette vidéo de questions-réponses de septembre 2018. Si ce format vous plaît, dites-le moi, comme ça j'en replanifierai d'autres à d'autres moments, peut-être pas tous les mois, mais peut-être une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, histoire que ça vaille quand même la peine de poser quelques questions. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.